Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être venus assez nombreux. C'est plutôt pas mal. Ouais, à cette session infrastructure, donc BI, que l'on a appelé épisode 3. Pourquoi épisode 3 ? Parce qu'en fait, ça fait déjà 3 ans que l'on perpétue un petit peu la tradition pour les SQL Server Day. Et aujourd'hui, on va parler pas mal sécurité. Donc, on va faire un énorme focus sur la sécurité. Donc on est ravis d'avoir plus d'une trentaine de personnes pour parler Kerberos avec nous pendant 1 heure. Donc, ça va être assez sympathique. Ouais. Donc on va essayer de passer un petit peu en revue tous les aspects de la sécurité sur la BI Microsoft aujourd'hui, plutôt liés à Analysis Services. On aura une partie Kerberos, mais il n'y a pas que ça, je vous rassure. On va parler technique, mais... technique dans un contexte projet, dans un contexte cas concret chez un client, dans une entreprise, pour montrer en fait comment des problématiques réelles sur lesquelles on peut être confronté et comment on peut y répondre avec les solutions de sécurité. Voilà, on terminera par une petite démonstration qu'on a essayé de faire un peu non traditionnel par rapport à Kerberos, donc on va vous épargner la création de SPN, la mise en place de la délégation, ce genre de choses. Donc on verra ça à la fin de la session. Merci aux sponsors. Toujours, merci aux sponsors. Certains sont fidèles depuis pas mal d'années, donc c'est nous permettent de nous retrouver comme ceci tous les ans. C'est clair. Point important, les évaluations. Donc chaque année, on a des évaluations, on a des commentaires, ça nous permet un petit peu de nous améliorer et de savoir ce qu'on doit changer, ce qu'on doit garder. Donc, c'est important pour nous. Merci, Auguste. Merci, Auguste, oui. Enfin. On se présente. Mathias Ekizian, architecte dans la practice Data Insight de Microsoft Service, dans l'équipe de Pascal Bello. Et Frédéric Gisbert, donc moi aussi je suis architecte Data Insight, donc on est tous les deux des consultants en delivery. Donc, c'est-à-dire qu'on est tous les jours chez les clients, donc on fait de vrais projets. C'est clairement pas une session d'avant-vente. Donc aujourd'hui, vous allez voir des solutions que l'on déploie chez nos clients et sur des problématiques qu'on a déjà mis en place. Voilà. Donc l'agenda en fait de cette session, on va commencer par un rappel en fait sur l'authentification autour d'Analysis Services d'un point de vue général. On va appeler les grands principes. Dans un second temps, on va explorer un petit peu les différents scénarios complexes sur lesquels on peut avoir à répondre dans un cas concret, client, projet, etc. La façon dont on va pouvoir répondre à ces différents challenges. Et puis progressivement, on rentrera dans des questions d'architecture avancée, avec du cloud bien sûr, et voir un petit peu ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec les fonctionnalités avancées autour de Windows Server. Donc typiquement, sur les challenges et les scénarios complexes, on va parler de comment diffuser l'identité de bout en bout sur une architecture, comment s'interfacer aussi avec un annuaire LDAP, comment est-ce qu'on fait de la BI avec un annuaire LDAP. Donc ça, c'est des scénarios qu'on voit de plus en plus souvent chez nos clients. Et les architectures avancées, c'est les architectures plutôt hybrides, où on va commencer à faire du cross-BI entre une plateforme on-premise et une plateforme dans le cloud. Donc les rappels sur l'authentification autour de SQL Server Analysis Services. Donc lorsqu'on démarre un projet, lorsqu'on décide de mettre en place une infrastructure BI, la question en fait de l'authentification, de la façon dont on va identifier les utilisateurs est vraiment un point fondamental parce qu'en fait, il structure une grosse partie du projet et il répond en fait à un vrai besoin opérationnel qui est de dire en fait finalement quels utilisateurs ou quels groupes d'utilisateurs vont pouvoir faire quelle chose ou accéder à quel type d'objet au niveau de la plateforme. Donc ça, c'est vraiment fondamental. C'est des permissions, en fait, une reconnaissance de permissions qui peut être administratif, c'est-à-dire que qui va pouvoir administrer, backuper, demander des rafraîchissements du cube, par exemple, déployer, et bien évidemment qui, au niveau des utilisateurs, en termes de consultation, qui va pouvoir accéder à quel périmètre de données du cube, en lecture, voire en écriture dans certains cas, dans des scénarios très avancés. Et en fait,
dessiner en fait et définir le périmètre de données accessibles à un utilisateur, c'est quelque chose de fondamental dans un cube. Pourquoi ? Parce qu'en général, aujourd'hui, quand on met en place une solution décisionnelle, la plupart du temps, on a différentes catégories d'utilisateurs, des utilisateurs plutôt high level qui ont le droit de voir l'intégralité du cube, les grands managers, les personnes qui peuvent voir vraiment l'intégralité, et puis des rôles un peu plus, on va dire, à périmètre plus restreint, par région, par catégorie de produits, etc. Et le fait de pouvoir répondre à ce besoin fonctionnel, ça s'appuie sur une stratégie d'authentification qui est primordiale. Voilà. Et de ce fait, l'authentification, c'est définir un niveau de permission, comme on vient de le voir, mais c'est également, pour des questions d'administration, de savoir qui en fait est connecté sur le serveur et fait quoi. Un exemple, je lance ma trace, je vois une requête qui est en train de tourner, qui est gourmande en ressources, etc. J'ai besoin de savoir quel utilisateur a déclenché cette requête. Et encore une fois, l'authentification me permet de pouvoir faire ce travail. Voilà. Puis un petit point pour terminer, la sécurité, quand je définis une sécurité fonctionnelle dans un cube, c'est principalement en définissant des rôles de sécurité, en les caractérisant au niveau de périmètre champ d'action autorisé et en définissant en fait des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs qui font partie de cette enveloppe de sécurité, ce rôle. Voilà. Donc un petit rappel sur l'authentification Analysis Services. Aujourd'hui, qu'est-ce que reconnaît Analysis Services ? Il ne reconnaît que la Windows Authentication. C'est-à-dire que Analysis Services ne fonctionne qu'avec un token Windows. Donc ça, c'est vrai aujourd'hui. Pour l'instant, c'est vrai demain. Dans toutes les versions, on ne sait pas interface Analysis Services nativement avec un autre annuaire. À partir de là, on a deux protocoles, donc le NTLM V2, qui est un protocole plutôt standard, et on a notre meilleur ami, qui est Kerberos, protocole qui va nous permettre, seul protocole qui va nous permettre d'emmener une identité de bout en bout, du poste client vers le cube Analysis Services. Alors, vraiment, Kerberos, c'est ce qu'on aimerait voir déployer dans toutes les entreprises aujourd'hui. Et j'aimerais juste faire un petit sondage. Qui parmi vous a déployé du Kerberos en entreprise ? C'est pas mal. Donc il y a à peu près un tiers de la salle. Qui l'a déployé sans difficulté ? Au moins une personne. Bon. Ok. Si on parle un peu de flux, donc la communication est faite en XMLA, donc c'est un flux qui est crypté, il faut le savoir. De base, il est crypté. Et on a deux protocoles de transport qui sont le TCP ou le HTTP, HTTPS. Aujourd'hui, il est possible d'accéder à Analysis Services depuis un post Excel directement en TCP. Okay. Mais il est aussi possible de passer directement par ce qu'on appelle une data pump, une pompe de données, sur des scénarios où on a besoin d'authentifier, et on va le voir après, l'utilisateur sur un annuaire tiers. On va voir comment on fait. Et sur des scénarios où on est cross-domaine, c'est-à-dire qu'on n'a pas de relation d'approbation entre deux domaines. Voilà, c'est souvent l'utilité. Il faut savoir que quand on accède à Analysis Services en HTTP ou HTTPS, on y accède jusqu'à la data pump en HTTPS, et de la data pump au cube, après, on part en TCP. Alors un petit point aussi sur la data pump, c'est une fonctionnalité qui est disponible, supportée et sur le mode multidimensionnel et sur le mode tabulaire d'Analysis Services. C'est pas une fonctionnalité activée par défaut, il faut l'activer parce que ça répond à un besoin. Ça peut typiquement permettre d'activer du cryptage SSL entre la couche data pump et Analysis Services. Après, il faut savoir qu'on peut avoir des architectures où on va pouvoir partager, mutualiser le serveur de ZS, donc qui fait tourner la data pump avec différentes instances Analysis Services. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Quelques fonctionnalités un petit peu spécifiques aussi autour d'Analysis Services pour savoir ce qui est possible de faire ou ce qui existe techniquement. Alors, le paramètre effective username, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà croisé. Le paramètre effective username, dont vous avez une capture d'écran, on voit la petite balise ici dans le XMLA, c'est une fonctionnalité qui va nous permettre de simuler une identité utilisateur pour tester un contexte de permission sur un cube, simuler une identité, c'est pas de l'impersonnation. Voilà, c'est vraiment de la simulation. Ça peut permettre typiquement
de tester des permissions. C'est activable notamment dans Excel Services pour gérer justement, s'affranchir des problématiques de double saut dont on verra tout à l'heure. Ça peut être utilisable aussi dans des scripts particuliers PowerShell. Alors ça, l'effective username, ça fonctionne bien sûr dans SharePoint. Okay. Le principe, c'est simple, c'est SharePoint a déjà authentifié l'utilisateur. Donc il va aller dire à la data source pour aller récupérer les données, oui, j'ai authentifié cet utilisateur, c'est pas à peine qu'on refasse une demande de jeton ou une nouvelle authentification. Vous pouvez me croire, je suis SharePoint, j'ai authentifié et je délègue, voici l'identité qui a demandé son authentification. Aujourd'hui, ce n'est pas valable sur tous les services. C'est apparu sur Reporting Services en SQL Server 2012 SP1. Donc avec Reporting Services, on peut aussi faire de l'effective username, mais clairement, ça ne remplace pas un bon Kerberos d'entreprise. Voilà. Autre point, alors justement, dans le même contexte, je vais passer au troisième point, le SharePoint Secure Store. Le SharePoint Secure Store, en fait, on est vraiment dans un contexte SharePoint. C'est une banque d'informations sécurisées dans le sens où j'ai des logins Windows et le mot de passe associé qui est conservé de manière sécurisée dans une banque d'informations. Et du coup, cette banque d'informations va servir à faire quoi? Un petit peu comme l'effective username, on parlait Frédéric juste avant, qui va permettre à SharePoint de dire cet utilisateur s'est authentifié au niveau de la ferme et maintenant, ce tableau de bord Excel Services, typiquement, ce tableau de bord Performance Point Services, je vais aller me connecter à la source de données, mais ce sera le compte Windows qui est enregistré dans ce SharePoint Secure Store qui va être utilisé pour aller propager une identité plutôt technique pour le coup jusqu'à la source de données. Voilà. Donc ça peut être utile pour des scénarios de test ou de mettre en place rapidement une infrastructure SharePoint BI, mais ça ne remplace pas, un peu comme le effective username, une délégation Kerberos qui permet de propager une identité de bout en bout. Autre point aussi, on le reverra tout à l'heure, le custom data. Donc dans les scénarios avancés, le custom data, qu'est-ce que c'est? Donc le custom data, c'est un petit jeton en fait dans la chaîne de connexion Analysis Services, donc qui est accessible en MDX avec la fonction custom data, parenthèse, qui va permettre d'ajouter en fait une valeur dans la chaîne de connexion, d'accord, donc un mot-clé, ce qu'on veut, et ce mot-clé, cette valeur va être utilisable en MDX dans une requête, mais également dans un rôle de sécurité, par exemple, pour faire une authentification avancée. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure. Et le dernier point, je l'ai rajouté, c'est un petit peu différent, mais donc on est dans Analysis Services, mais dans une version un petit peu particulière qui est la version Power Pivot. D'accord ? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà joué avec Power Pivot pour SharePoint. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une instance Power Pivot pour SharePoint, c'est pas une instance qui est faite pour s'ouvrir directement aux utilisateurs. L'instance Power Pivot pour SharePoint, finalement, c'est un back-end pour Excel Services, puisque c'est Excel Services, d'accord, qui va se connecter à cette instance. C'est pour ça qu'en fait, vous passez toujours par HTTP en référençant le fichier XLSX, le fichier Excel Power Pivot, qui est déployé dans SharePoint. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que vous pouvez placer une trace profiler, en fait, dans une instance Power Pivot pour SharePoint. C'est Excel Services, on l'a dit, qui va se connecter à SharePoint, à l'instance Analysis Services. Mais pour autant, dans le profiler, vous allez voir le nom des utilisateurs en fait, qui sont connectés. D'accord ? Alors que c'est Excel qui s'est connecté. En fait, comment ça peut fonctionner ? À travers un mécanisme d'impersonnation qui fait que Excel Services, en allant prendre la requête de l'utilisateur, se connecte sur l'instance Power Pivot pour SharePoint et s'impersonnifie avec le login Windows utilisateur, ce qui permet d'avoir ce mécanisme de trace sur l'instance Power Pivot. Donc les challenges, au final. Quels sont nos challenges aujourd'hui en entreprise? Donc on voit pas mal de choses. Le premier, c'est clairement, on doit délivrer l'identité jusqu'au cube. Donc ça, c'est vrai, c'est 90% sur les projets BI, on doit emmener l'identité de l'utilisateur jusqu'au cube. Au-delà de ça, on a d'autres challenges. D'abord, l'emmener jusqu'au cube. Je vais finir sur le premier point. On est simple hop, double hop. Ceux qui ont fait du Kerberos connaissent très bien. Simple hop, c'est un utilisateur qui se connecte directement à Analysis Services via Excel. Par exemple, on est en simple hop. Double hop, l'utilisateur se connecte sur SharePoint et de SharePoint accède à un rapport Reporting Services, Excel Services ou autre
au cube de données. Donc là, on a un rebond, c'est ce qu'on appelle le double hop. Si on ne met pas Kerberos en place, sur le deuxième scénario, l'identité qui est vue du cube, c'est l'identité du compte de service qui fait tourner le service applicatif SharePoint. Donc typiquement, si on a Excel Services, l'identité qui est vue sur le cube, c'est l'identité du compte de service d'Excel Services. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de mettre en place Kerberos. Le deuxième challenge, c'est les annuaires LDAP. On a pas mal d'entreprises qui nous disent « Ok, très bien, vous authentifiez sur du Windows, mais moi j'ai un annuaire d'entreprise qui est le LDAP. » Je n'ai aucun AD dans l'entreprise. Par contre, je veux faire de la BI Microsoft. Donc on va voir après comment on répond à ce type de problématique. On a aussi tout ce qui est multiforêt. Aujourd'hui, vous avez une entreprise où vous avez plusieurs domaines. Tous les domaines peuvent être au sein d'une même forêt. Ok, donc ça marche bien. Par contre, dès que vous avez des domaines qui sont au sein de 2 forêts différentes, donc là on a un problème. Parce que jusqu'en 2008 R2, on ne savait pas faire transiter un jeton d'une forêt à une autre. Donc ça aussi, on va voir comment est-ce qu'on résout le problème. On a les différents modes extranet, donc des données à l'intérieur de l'entreprise, on veut les publier à l'extérieur, comment est-ce qu'on fait? Un autre de nos challenges. Et les environnements cloud. Aujourd'hui, on se trouve de plus en plus sur le cloud, très bien, mais mon identité, elle est chez moi. Comment est-ce que je l'emmène à l'extérieur? Donc c'est ces différents points qu'on va essayer de développer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 3 cas, ces 3 exemples de topologie complexes qui sont présentés, aujourd'hui, c'est des scénarios vraiment qu'on peut rencontrer, qui se font de plus en plus chez nos clients. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des technologies, il y a des techniques pour arriver à y répondre. C'est vraiment des cas typiquement, ce qu'on va vous faire voir après, sur les 4 premiers sujets, là, c'est des solutions d'entreprise. C'est des retours d'expérience chez des clients, c'est en production aujourd'hui. Donc c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas de la vente, c'est vraiment des vraies solutions qui tournent en production aujourd'hui. Voilà, donc cette fameuse identité utilisateur qui est propagée de bout en bout de la chaîne. Donc la chaîne, finalement, cette chaîne va partir du navigateur, du poste client utilisateur, et à travers une série de serveurs. Donc là, je suis vraiment dans une topologie SharePoint avec 2 couches. Parce qu'en général, sur les belles infrastructures SharePoint, on a un minimum de découpage avec un ou des serveurs frontaux. Derrière, des serveurs applicatifs, en fait, qui font tourner Reporting Services, Excel Services, etc. Donc avec une répartition suivant ce qu'on veut mettre en place. Et derrière, en fait, je vais avoir les back-end, les sources de données, qui vont pouvoir être des cubes Analysis Services, des bases SQL Server relationnelles. Voilà. Et donc, la délégation Kerberos permet en fait d'obtenir dès le départ en fait un jeton d'authentification en fait qui va permettre à l'utilisateur finalement son identité de se balader en fait, de traverser les différents maillons, les différentes couches de la plateforme pour arriver jusqu'à la source de données, ce que ne peut pas faire NTLM, puisque NTLM, c'est un mécanisme différent, il n'y a pas vraiment une notion de jeton comme c'est le cas pour Kerberos. Et en fait, ce jeton Kerberos, comment est-il obtenu? Il est obtenu à travers c'est une fonctionnalité, le KDC, le Key Distribution Center, un centre de distribution de clés, donc il y a une fonctionnalité native dans Windows Server, qui va permettre de distribuer des jetons à l'utilisateur, et ce jeton va permettre d'arriver jusqu'au bout. Un petit point important à savoir pour les personnes qui ont pas encore eu vraiment l'occasion de mettre en place du Kerberos avec du SharePoint, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je suis connecté dans ma ferme SharePoint, le protocole d'authentification de SharePoint, il est un petit peu spécifique, c'est ce qu'on appelle du Windows Claim Authentication. D'accord ? Donc c'est un mécanisme interne qui permet d'avoir une identité utilisateur qui transite en fait d'un serveur à l'autre de ma ferme SharePoint. Et au final, lorsque je vais ressortir de ma ferme pour aller accéder à une source de données, je vais avoir en fait sur les serveurs applicatifs un service qui s'appelle le C2WTS, le Claim to Windows Service, qui va permettre de transformer un jeton claim interne à SharePoint en un jeton Windows qui va atterrir jusqu'aux sources de données. Voilà. Donc là, on dit que l'identité de l'utilisateur est propagée de bout en bout. Donc ça, c'est vrai. Aujourd'hui, on a différents niveaux de cryptage. Donc Kerberos, pourquoi est-ce qu'on demande de déployer du Kerberos? C'est en effet le seul protocole qui nous permet de faire le double hop, mais c'est aussi
le protocole le plus sécurisé avec lequel on peut faire de la BI au sein de la suite MSBI. Là, j'ai mis quelques exemples d'algorithmes de cryptage. Et ici, c'est un exemple de paramètres de ces algorithmes de cryptage. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Typiquement, plus les versions de Windows avancent et plus le protocole Kerberos évolue. C'est-à-dire qu'en Windows Server 2003, on a eu les premiers algorithmes, donc c'était du RC4. En Windows 2008 R2 et en Windows 7, donc on est passé en AES, donc en 128, en 256. Les nouveaux Windows, on va aller vers du 512. C'est plus ça avance et plus vous avez des choix d'algorithmes qui sont importants. Et toute la démonstration qu'on va vous faire tout à l'heure porte sur ces algorithmes de cryptage. À quoi ils servent, comment est-ce qu'on les met en place et comment est-ce qu'on les change et comment on les adapte. En fait, si vous avez des clients type Windows XP ou des anciennes versions de Windows, eux ne vont digérer que des jetons Kerberos faiblement cryptés par rapport à un post Windows 8 qui va pouvoir accueillir un jeton qui est fortement crypté. Donc on verra ça après. Les avantages de Windows Server 2012. Donc aujourd'hui, en Windows Server 2012, on n'est plus obligé d'avoir les droits d'administration pour créer des SPN. Donc je vous rappelle, l'étape pour mettre en place du Kerberos, on a des comptes de service sur lesquels on active la délégation Kerberos. Donc chaque compte de service permet de transférer le jeton Kerberos, donc de service en service, et on doit leur mettre des SPN dessus, afin de savoir où est-ce qu'ils doivent déléguer le jeton Kerberos. Vers quel service, tel service applicatif a le droit de déléguer. Tout à fait. En 2008 R2, on devait être admin de domaine. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. Donc ça veut dire que vous pouvez vous-même, sur votre ferme, créer vos propres SPN. La deuxième, c'est le cross-forêt. Avant Windows Server 2012, il était impossible de transférer un jeton Kerberos d'une forêt à une autre. Donc dans un client d'une multinationale, par exemple, quand vous aviez deux forêts qui représentaient deux continents, c'était impossible de faire transiter une identité d'un continent à l'autre. D'accord ? Donc aujourd'hui, c'est possible avec du Server 2012. Ou des scénarios où je vais avoir une forêt plutôt fonctionnelle avec les utilisateurs qui sont enregistrés sur cette forêt, versus une forêt plutôt technique qui va servir en fait à héberger en fait les comptes de service des machines. Voilà, donc c'est des scénarios qu'on peut retrouver assez fréquemment. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour tirer bénéfice de ces avantages, on n'est pas obligé de migrer tous nos domaines contrôleurs en Windows Server 2012. Il suffit qu'on ait dans notre ferme de contrôleurs de domaine un contrôleur qui soit en Windows Server 2012 pour activer ces fonctionnalités. Okay. Un dernier petit point aussi pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent SISDB. Donc SSISDB, c'est la nouvelle façon de configurer, déployer et exécuter des packages Integration Services depuis SQL Server 2012. Donc il faut savoir que ce repository et ce runtime SSISDB n'acceptent que de l'authentification Windows. Et finalement, avec SSISDB, on peut également être très rapidement confronté également à des problématiques de double saut. Je vous donne un exemple. Je suis administrateur. J'ai ma console d'administration, donc Management Studio. J'ai envie de lancer un package SSIS qui est déployé dans SSISDB. Ce package, en fait, il est déployé sur mon hub ETL avec un certain nombre de packages. Donc, je vais exécuter mon package à distance et ce package lui-même va aller chercher des ressources, va aller écrire sur un troisième serveur. Donc, un serveur Analysis Services pour processer un cube, aller chercher un share Windows, écrire dans une base SQL. Donc, même là, en fait, je peux être confronté à du double saut. Eh bien, en fait, la délégation Kerberos est également supportée au niveau des SSISDB. Donc, même principe, on va déclarer le SPN, on va mettre en place la délégation sur les serveurs qui vont bien et je vais pouvoir m'affranchir également, gérer en tout cas ces questions de double saut, même dans le cas d'un ETL. Donc, on va présenter deux outils. Maintenant, j'aimerais juste encore une fois faire un petit sondage. Qui connaît le Kerberos Configuration Manager dans la salle? Une personne. OK. Alors, le Kerberos Configuration Manager, dont la nouvelle version est sortie assez récemment, c'est un outil qui va vous permettre en fait de vous connecter sur des plateformes SQL Server 2012, 2014, etc.
pour aller vérifier un petit peu la configuration de la plateforme. Donc configuration en termes de SPN, donc là vous avez l'exemple en fait, avec des versions de produits, avec des noms d'instances, en cluster ou pas, les ports, les comptes de service. Va permettre également de, alors là je ne l'ai pas sur cette capture d'écran, mais de vérifier la délégation, de vérifier si c'est une délégation contrainte, c'est-à-dire que c'est une délégation vers Kerberos vers N service, d'accord, versus une délégation full, j'ai envie de dire. Et donc, c'est également un outil qui va nous permettre de prendre des actions correctives lorsque j'ai des problèmes de SPN, typiquement de gérer ce genre de choses, d'enregistrer des configurations, de les sauvegarder, de les revoir. Donc, c'est vraiment une boîte à outils intéressante, plutôt IT, qui peut permettre de gérer ces questions autour de SQL Server, DB Engine, Analysis Services et Reporting Services. Donc, je suis vraiment dans une boîte à outils SQL Server, voilà, qui est téléchargeable en fait sur le site Microsoft. Autre point aussi, une boîte à outils un peu plus custom, on va dire. Donc, typiquement, j'ai des scénarios où je veux industrialiser la mise en œuvre de SPN dans le cadre d'une infrastructure BI mutualisée avec un certain nombre de plateformes, etc. Donc, PowerShell, c'est le type d'outil de scripting idéal pour faire ce genre de choses, où je vais pouvoir m'appuyer par exemple sur des fichiers CSV, des bases SQL, peu importe, d'accord. Je vais pouvoir accéder en fait à l'annuaire Active Directory, accéder au SPN, etc. et déployer, en fait, vérifier et déployer des configurations suivant mes problématiques techniques. Voilà. Donc ça, clairement, le dernier point sur le PowerShell, hein, c'est quelque chose qui est très important, et surtout ce qui est création de VM, template de VM, typiquement avec Hyper-V ou même sur VMware avec AnalySX. On va directement aller mettre à disposition un environnement Analysis Services qui va déjà être configuré avec Kerberos. Et tout ça, on le fait en script PowerShell. On rajoutera le lien sur la présentation vers le lien de téléchargement sur Kerberos Configuration Manager. Ça vous permet vraiment, alors je ne dis pas facilement, mais au moins ça vous donne des pistes sur qu'est-ce qui est bien configuré et qu'est-ce qui est mal configuré dans votre configuration Kerberos. Autre point aussi en termes d'outils de vérification, on les reverra tout à l'heure pendant la démo. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà côté journal d'événements Windows, donc j'ai une section sécurité qui typiquement va me montrer en fait les jetons en fait qui passent, voire les connexions. Donc typiquement, lorsque je suis sur Analysis Services, par exemple, je fais mon premier test. Donc je suis avec mon poste client, avec Excel, je vais connecter à une instance Analysis Services. Je veux m'assurer que je suis bien en authentification Kerberos, même si je ne passe pas par un Reporting Services ou un SharePoint. Donc typiquement, je peux aller sur mon serveur Analysis Services, ouvrir l'Event Viewer, accéder sur la partie sécurité, regarder les logons et vérifier que je suis bien en authentification Kerberos. Et ça, je veux dire, c'est la base. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est 2 SPN sur le compte de service Analysis Services, d'accord, et une case à cocher qui est la délégation Kerberos dans l'Active Directory, sur le compte de service et sur le serveur. À partir de là, vous vous connectez depuis Excel sur le cube Analysis Services et il va de fait prendre le protocole le plus sécurisé. Donc il va passer en Kerberos. Donc ça, c'est la base. Si déjà là, vous avez un problème, là, il faut contacter les administrateurs du domaine pour voir ce qui se passe, mais ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait pouvoir réaliser assez facilement. Je n'ai pas précisé, mais bien sûr, la délégation Kerberos fonctionne en mode cluster. Ça, c'est un point important. Alors, un point également, lorsque je suis en mode non pas analytique, mais relationnel, dans le monde du relationnel, c'est très facile également d'aller vérifier la méthode d'authentification, puisqu'en fait, j'ai une DMV, la DMV des connexions, en fait, qui va me renvoyer le schéma d'authentification de la connexion. Donc, je peux d'emblée vérifier si cette connexion est en NTLM ou en Kerberos. Donc, en comparant le session ID versus le @SPID, je vais me mettre depuis une machine distante, je vais au Management Studio, je vais faire cette petite requête sur le DM exec connexion, where session ID égale @SPID, je peux tout de suite voir si je suis en authent Kerberos. Donc ça, c'est vraiment les principes de base du début.
Autre point aussi utilitaire, le Calist, on verra tout à l'heure pendant la démo, qui nous permet de voir un petit peu les différents tickets Kerberos qui ont été obtenus, voir la méthode d'encryption qui est utilisée et qui permet de vérifier la cohérence de tout ça. Ça c'est pareil, le Calist, c'est un outil qui est en ligne de commande, qui est standard à Windows. C'est-à-dire que quand vous mettez en place une délégation Kerberos, vous vous connectez au Cube Analysis Services, vous faites un Calist, vous devez voir tous les jetons Kerberos qui sont générés sur votre client. Donc déjà, si vous n'avez aucun jeton, c'est qu'il y a un problème aussi. Il faut aller voir directement sur le domaine. C'est bon. Ouais. Donc là, on va passer sur 3 cas d'implémentation donc, chez nos clients par rapport à des problématiques diverses qu'on a vues tout à l'heure. On va commencer par le premier. Donc première authentification un petit peu custom. L'idée, c'est de se dire, l'infrastructure en fait de vérification des droits. Le but du jeu, ça va être d'utiliser en fait un annuaire LDAP. C'est-à-dire que ça va pas être finalement Active Directory qui va me dire tel utilisateur a accès à l'application, a le droit d'aller chercher des données sur tel report, sur tel cube. Pour autant, je vais mettre en place donc Analysis Services, je vais être sur un poste Windows. Donc je vais typiquement, dans cet exemple, on va partir de l'exemple, je suis sur un tableau croisé dynamique. D'accord ? Donc l'idée en fait, c'est de se baser sur un annuaire LDAP, d'accord, qui va contenir en fait les droits, etc. Et arriver à mettre en place ce système pour qu'au cœur de mon authentification, je puisse vérifier l'utilisateur et le mot de passe qui ont été saisis, accéder à un annuaire, vérifier les droits au niveau de cet utilisateur dans l'annuaire et renvoyer au passage ce que l'utilisateur va pouvoir voir ou quel est-il au niveau de l'annuaire LDAP. D'accord ? Donc, comment je vais mettre en place ce type d'infrastructure d'authentification ? Donc, première chose, un Cube Analysis Services, multidimensionnel ou tabulaire. Je vais m'appuyer en fait sur la data pump dans HTTP qu'on a vu au début de cette présentation quand on a parlé d'exposer Analysis Services en HTTP ou en HTTPS. Mais cette data pump, je vais l'envelopper avec un proxy. D'accord ? Je vais l'envelopper avec un proxy spécifique. Donc c'est vraiment le caractère spécifique de cette mise en œuvre. Et finalement, les utilisateurs vont accéder au proxy. Le proxy en fait va être responsable de dialoguer avec l'annuaire LDAP, d'accord ? C'est le proxy qui va dialoguer avec l'annuaire LDAP. Le proxy va envelopper la data pump. Et vous vous rappelez au début, tout à l'heure, je vous parlais en fait de la custom data au début, custom data qui permet en fait de rajouter ce petit jeton au niveau de la chaîne de connexion vers Analysis Services. Et ben en fait, c'est cette custom data qui va être utilisée pour venir enrichir la chaîne de connexion et pour pouvoir gérer une sécurité applicative, telle personne a le droit de voir tel pays ou telle catégorie de produits, dans le cas d'une authentification custom spécifique. Donc en gros, comment fonctionne un petit peu ce proxy web ? C'est très simple. On va l'installer sur un serveur de JS, sur un nouveau site. Donc on aura un site qui est le proxy et un site qui est la data pump. L'utilisateur dans Excel ici va rentrer non pas l'adresse de la data pump, mais l'adresse de la librairie, donc du proxy. Okay. À partir de là, il va rentrer ici son login et son password, login et password sur son LDAP. D'accord. L'utilisateur va faire OK. Donc ça va lancer une requête de type begin session sur le cube. À partir de là, le proxy va intercepter cette requête de type begin session. Okay. On va la surcharger, on va aller taper le LDAP, on va aller faire l'authentification. On va revenir, on va modifier la requête d'authentification de l'utilisateur sur le cube en lui rajoutant la propriété custom data et en lui mettant à la place l'identité de l'utilisateur qu'il aura passé ici en custom user ID. Donc le cube, on va ouvrir dès lors une connexion sur le cube qui va être impersonnifiée parce qu'ici, n'oubliez pas, il nous faut toujours une identité Windows. Donc on va passer par une identité impersonnifiée. Par contre, la chaîne de connexion embarque l'identité de l'utilisateur. Donc dans le cube, on va avoir ou un rôle dynamique ou un groupe de mesures qui va relier l'identité de l'utilisateur à l'occurrence qu'il a le droit de voir sur telle et telle dimension. Et vu que cette propriété custom data, on sait la récupérer en MDX ou en DAX,
on va pouvoir aller filtrer les données qui sont remontées à l'utilisateur. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui tourne chez plusieurs clients en production et ça marche plutôt bien. Deuxième cas. Donc là, c'est un cas un peu plus complexe. Ce qu'on a vu avant, c'était sur une utilisation de Excel vers un Kubernetes Services. On voit encore que on a créé un proxy, mais derrière, il nous faut quand même une impersonnation pour se connecter et la sécurité est portée applicativement par le kube. Okay. Ici, on a cherché un autre scénario qui nous permettrait d'avoir un utilisateur qui va aller s'authentifier sur un annuaire LDAP et qui nativement dans SharePoint va aller faire du Power View, de l'Excel Services ou tout autre service BI nativement. C'est-à-dire que le challenge était de partir de cette identité qui est une identité LDAP et de ressortir sur SharePoint dans une identité Kerberos. Donc ça c'est pareil. C'est retour d'expérience chez un client, donc ça fonctionne. On se base sur quoi? Ça n'est rendu possible que par l'utilisation de Windows Server 2012, R2. Okay. Pourquoi? Parce qu'on a une nouvelle brique dans Windows Server 2012 R2 qui s'appelle le WAP, le Web Application Proxy. C'est un rôle de Windows, un nouveau rôle de Windows, qui va vous permettre de faire du reverse proxy. En gros, c'est le reverse proxy qui est inclus dans Windows Server. Et donc, on va servir aussi de la DFS, donc qui est aussi devenu un rôle dans Windows Server 2012. Donc, on va servir de deux rôles, la DFS et le WAP. Donc, ça reste du standard Windows. On n'a rien codé, on n'a rien inventé. Okay. À partir de là, on a besoin d'une autre chose. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ces utilisateurs soient connus d'un Active Directory, un Active Directory technique. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Ici, on a l'annuaire LDAP, d'accord ? Ici, on a l'Active Directory technique. Vous allez me dire, très bien, mais il va falloir qu'on synchronise tous les utilisateurs, login, password, propriété, tout ce que vous voulez, dans l'Active Directory. Mais avec ce système, on a juste besoin de l'identifiant de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, mais on n'a pas besoin du mot de passe de l'utilisateur. Donc la synchronisation entre un LDAP, Sun, Oracle, ce que vous voulez, avec un FIM par exemple, ou peu importe, n'importe lequel, avec des requêtes LDAP qui provisionnent l'Active Directory, ne se fait que juste sur le login de l'utilisateur. Donc on va se retrouver avec un AD technique avec tous les logins d'utilisateurs. Ok, très bien. Et l'intérêt en fait de cette AD technique derrière, c'est de pouvoir s'appuyer sur les mécanismes habituels dans lesquels je vais ressortir en fait de ma ferme SharePoint pour aller renvoyer une identité Windows jusqu'au cube. Donc comment ça marche? Donc on voit ici, on a la zone Web Application Proxy, donc c'est le WAP. Okay, donc ça c'est le rôle Windows. Ici on a la DFS, c'est le second rôle Windows. Où on est sur deux serveurs différents, ou on est sur le même serveur, peu importe, ça dépend de l'architecture. Ici on a le serveur SharePoint, SharePoint applicatif et le cube. D'accord ? L'utilisateur ici essaie d'accéder au SharePoint. Mais en fait il accède à un DNS, c'est une URL qui est exposée par le WAP, par le Web Application Proxy. Le WAP redirige sur la DFS pour aller faire l'authentification. La DFS, lui, ne sait faire que de la fédération d'identité ou de l'authentification sur un Active Directory. Donc lui, il va router ça à une gateway d'authentification. La gateway ici, c'est ce que vous voulez. Ça peut être une page web que vous avez codée pour faire du LDAP ou accéder à un web service, c'est ce que vous voulez. Donc on accède à la gateway. La gateway, c'est une page web. Donc l'utilisateur, lui, est arrivé ici, il a une page web d'authentification avec un login et un password. Il rentre son login et password. La gateway fait l'authentification sur le LDAP et elle retourne un jeton SAML. Donc ici, le choix est fait de retourner un jeton SAML. Le jeton SAML est retourné par la DFS. La seule contrainte que doit avoir ce jeton SAML, c'est de contenir l'identifiant unique de l'utilisateur. D'accord ? Donc, ou son adresse mail, ou son identifiant d'entreprise, etc. L'identifiant qu'on a synchronisé ici. Okay ? À partir de là, la DFS va consommer ce jeton SAML et il va créer un claims de type UPN. Et c'est ce claims
de type UPN qui va contenir l'identifiant LDAP de l'utilisateur qui va être retourné au WAP. Et c'est le WAP qui va faire la translation de protocole. Donc le WAP va extraire l'UPN, donc l'identifiant de l'utilisateur, et va aller demander à l'Active Directory technique un jeton Kerberos sur cette UPN. L'Active Directory lui retourne le jeton. Lui, il modifie la requête en mettant ce jeton à l'intérieur dans l'entête de la requête de connexion sur SharePoint. Et on arrive sur SharePoint. Et on arrive sur SharePoint avec une identité Windows kerberisée. De fait, Kerberos en place, on emmène l'identité jusqu'au cube. Donc là, on est parti d'un utilisateur lambda qui se fait une authentification sur du LDAP et qui emmène son identité jusqu'au cube. Et c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Lui n'a eu à saisir sur sa page web que son login et son password afin de s'authentifier sur son annuaire d'entreprise. OK ? Donc ça, c'est ce qui tourne aujourd'hui. Et ça n'est rendu possible que via le WAP. Parce que sans le WAP, on ne savait pas faire aujourd'hui. Ou il fallait passer par l'UAG, enfin, c'était super compliqué, quoi. Et la DFS pour la fédération d'identité. Voilà. Et là, le cube, vous êtes sur une sécurité standard. Ouais. Ça veut dire que si ici vous avez Toto qui s'authentifie sur l'ULDAP, vous avez synchronisé Toto ici. Ce que vous sécurisez ici, c'est Toto. Avec le fameux service Claim to Windows Service qui va arriver en bout de chaîne juste avant le cube. Donc là, on s'affranchit des sécurités dynamiques, des groupes de mesures dynamiques ou ce genre de choses. Donc ça fonctionne super bien. C'est valable pour toute application qui consomme du web. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire en Excel, parce que c'est un client lourd. Mais sur tout le côté web, vous pouvez passer sur ce genre d'architecture. Alors sur le troisième type d'authentification custom, donc toujours dans de la BI avec du SharePoint, donc je vais être dans un contexte plutôt en mode extranet, dans lequel en fait finalement plusieurs entreprises en fait vont collaborer. Donc je vais peut-être être dans un cas d'un fournisseur de services qui va exposer un portail décisionnel avec des clients en fait de cette entreprise qui souhaitent accéder à des dashboards produits par le fournisseur de services en utilisant leur propre identité fédérée à travers Active Directory, ou plusieurs partenaires qui vont travailler ensemble. Donc en fait, sur ce type de fédération d'identité, je vais avoir un annuaire typiquement utilisateur externe, par exemple, à travers un Active Directory fédéré. Et cette fédération d'identité, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure, à travers le WAP, donc le WAP de Windows Server, va me permettre d'authentifier un utilisateur externe à travers, comme on l'a vu tout à l'heure, une synchronisation des comptes Windows. Donc là, comme vous voyez, on n'a pas de gateway, de gateway, parce qu'on est directement sur de l'Active Directory, donc ADFS, c'est fédéré de l'Active Directory, ou c'est déléguer l'authentification à un autre Active Directory. Donc c'est pour ça que tout se passe ici au niveau de la DFS et du WAP. Le gros message derrière, au-delà de vous présenter les solutions, et à mon avis ça peut vous faire réfléchir sur certains projets d'entreprise, c'est que Kerberos aujourd'hui est un postulat, ici, d'accord, et que le challenge en fait n'est plus sur Kerberos. C'est-à-dire que demain, si vous devez mettre en place une architecture de sécurité pour faire de la BI dans votre entreprise ou chez un client, le challenge n'est plus sur Kerberos. En gros, Kerberos, c'est là, c'est éprouvé, ça fait 10 ans qu'on en fait, ça marche très bien, ok, on passe à autre chose. Et en fait, le challenge, il est là. Il est arrivé à faire de la BI aussi bien sur du LDAP, aussi bien sur un extranet, sur un internet. Voilà. Comment est-ce que je gère l'identité de mon utilisateur au sein de mon entreprise? C'est ça le vrai challenge aujourd'hui. Et c'est plus que Kerberos. Kerberos, c'est un moyen d'y arriver. Mais je dirais même, quand on voit tout ça, Kerberos, c'est ici, quoi. Tout ça n'est pas Kerberos. Et ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est qu'on parle technique, mais quelque part, on parle aussi
solution un petit peu business, dans le sens où, comme j'expliquais au début de cette slide, je peux avoir un fournisseur de services avec des clients donc, qui sont en attente Windows. J'ai besoin d'offrir un accès sécurisé avec des utilisateurs qui gardent en fait leur credential Windows habituel. Donc avec ce type d'architecture, je peux arriver finalement à proposer des solutions de sécurité qui sont transparentes pour les utilisateurs. Donc c'est un peu aussi le but de ce slide, c'est de se dire aujourd'hui, très bien, on est ici, on est sur du on-premise, d'accord, donc on est chez notre client, on est en interne de l'entreprise, donc on a des contrôleurs de domaine, on a des cubes, on a des bases SQL, ça se passe très bien, ça marche très bien. Demain, on a de plus en plus de clients qui nous demandent des architectures hybrides. Donc un client, ça ne migre pas de là vers là. Ça ne marche pas aujourd'hui. On ne va pas dire à un client, bah, tous les cubes, on les met ici, puis tous les utilisateurs, on les met dans le cloud. En général, le client dit « Ok, j'ai mes data ici, par contre, je veux des services dans le cloud. » Donc, je veux des services ou en SaaS avec Power BI. Et Power BI commence à monter en puissance. Et on a pas mal de clients qui commencent à se poser des questions et à aller vers ça pour tout l'aspect mobilité. On a des clients qui nous demandent de plus en plus du IaaS. Très bien. J'ai plein de VM qui tournent chez moi. J'ai 10 000 VM. Et ben maintenant, ça va me coûter moins cher d'aller en faire tourner 10 000 dans le cloud. Très bien, mais ces 10 000-là doivent dialoguer avec ces 10 000-là. Et après, on a le PaaS. Le PaaS, c'est tous les clusters Hadoop HD Insight, c'est les bases SQL Azure DB, etc. Donc aujourd'hui, on est face à différents types d'identités à gérer à travers des solutions cloud. Donc on parle clairement d'architecture hybride. Donc on n'est pas full cloud. Hein. L'avenir pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, c'est pas full cloud, c'est des architectures hybrides. Donc on doit monter en compétences en interne pour gérer les problèmes d'identité, mais aussi sur le cloud pour fédérer les identités qu'on va provisionner dans le cloud. Il y a un white paper qui est très 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 bien fait, qui est Using Power BI dans des environnements hybrides, qui va vous détailler les schémas d'authentification sur ces 3 types d'accès. Okay, donc c'est plutôt bien fait. Je vous encourage même à le lire juste par culture. Un petit point aussi autour de Power BI. J'imagine que un certain nombre d'entre vous ont essayé Power Query avec des nouvelles versions qui sortent régulièrement, avec des nouvelles transformations, des nouveaux connecteurs, etc. Il faut savoir que sur cette fameuse passerelle, la Data Management Gateway, qui permet en fait d'aller proposer en fait des applications décisionnelles publiées dans Office 365 à travers Power BI, d'aller chercher en fait des jeux de données rafraîchis dans des VM qui sont en IaaS ou on-premise à travers la passerelle de data management. Et cette passerelle, cette data management gateway, des nouvelles versions sortent également pour permettre de supporter de nouveaux types en fait de rafraîchissement automatisé, typiquement avec des flat files, des Teradata, etc. Et donc juste une petite slide pour dire comment est-ce qu'on fait, après on va passer à la démonstration. Aujourd'hui, quand vous avez un environnement chez vous qui est on-premise, vous avez un private cloud, vous avez un ensemble de VM qui tourne sur de l'Hyper-V, sur des clusters ESX, etc. Et vous mettez à disposition de plus en plus d'infrastructures en IaaS, typiquement sur des cubes de données qui sont à l'extérieur pour pouvoir y accéder en mobilité ou sur d'autres sites, etc. Mais comment on fait en fait entre les deux? Parce qu'à un moment donné, on a un AD ici qui est interne et on a un AD qui est externe. On n'aurait pas le choix que d'avoir en fait un bridge entre vos AD. Vous avez un AD interne et vous avez un AD dans le cloud. Et à un moment donné, il va falloir faire que ces 2 AD communiquent. D'accord ? On a aussi la possibilité de fédérer ces AD avec l'AD Azure. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Il faut juste voir qu'entre votre data center et les data centers de Microsoft, vous avez besoin d'avoir un lien. Et aujourd'hui, les liens, le best practice, c'est d'utiliser des liens point-to-point, donc VPN, qui vont vous permettre, à l'aide de... Ici, une VM, en fait. C'est une VM dans le cloud, sur laquelle on a un nouveau rôle encore, donc Windows s'enrichit pas mal, qui est le Internet Facing Windows Server. C'est-à-dire, cette VM, vous allez activer le RAS Role, qui est le Routing and Remote Access Service. Donc là, on est dans le cloud Microsoft. Donc vous avez une VM qui expose ce rôle. Et vous allez relier cette VM à un boîtier VPN physique. Donc on a une liste de boîtiers VPN qui sont qualifiés et reconnus par Microsoft et certifiés par Microsoft
vous allez relier ce boîtier VPN à votre VM dans Azure par l'intermédiaire de ce qu'on appelle une connexion directe entre vos deux data centers en utilisant ce qu'on appelle ExpressRoute, qui est une connexion privée entre les data centers Microsoft et les data centers de votre entreprise. Donc c'est ce qui se développe de plus en plus. On a de plus en plus de clients qui, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs classiques, vont faire une ExpressRoute entre le data center Microsoft et le data center d'entreprise. Voilà. Donc typiquement, avec des scénarios de cloud hybride avancés, par exemple avec un cluster Always On SQL Server 2014 qui nous permet d'avoir une patte et on-premise et une seconde dans Azure, typiquement, pour avoir une haute disponibilité, y compris dans le cloud, ce type d'infrastructure permet de bien répondre à ce besoin-là. Voilà. Et vous voyez ici, la problématique, c'est pas Kerberos, encore une fois. Voilà, c'était un petit peu pour démystifier le clébard. La problématique n'est pas Kerberos. Donc là, on va passer, il nous reste 10 minutes, on va passer à notre démonstration. Donc l'objectif de cette démonstration, ça va être, on va être en fait sur une infrastructure SharePoint. Donc je vais avoir un serveur SharePoint et je vais avoir un client Windows 8, d'accord, qui va accéder à un rapport PowerView qui va être dans SharePoint. Et ce rapport PowerView va aller chercher des données dans une base multidimensionnelle. Et donc l'objectif de cette démonstration, c'est de ne pas vous montrer comment on met en place Kerberos, c'est de montrer en fait comment on peut activer et surtout modifier en fait la méthode d'encryption, de cryptage d'un jeton Kerberos. Voilà. Exactement. Quand vous avez un client qui se connecte directement qui consomme un PowerView, un fichier Excel, etc., il prend de fait le plus haut niveau de cryptage qu'il est possible de récupérer par rapport au contrôleur de domaine. Vous avez la possibilité de réduire ce cryptage pour garder une compatibilité sur des postes un peu plus anciens. Et c'est ce qu'on va vous faire voir là. Ça a aussi le mérite de vous faire voir où est-ce qu'on trouve ces informations. Si vous avez un client qui vous dit oui, mais très bien, mais vous dites que le flux est crypté par Kerberos, mais où est-ce que je vois ça? Où est-ce que je vois le protocole de cryptage? Où est-ce que je vois la clé d'inscription? Ce genre de choses. Donc, c'est ce qu'on va faire voir. Voilà, donc, typiquement, j'ai plusieurs VM en fait dans un Hyper-V. Donc j'ai une VM avec mon contrôleur de domaine. J'ai un serveur, j'ai une VM avec SharePoint. Et en fait, il se trouve que la base Analysis Services est sur un cluster SSS en fait en cluster, parce que je vous disais que Kerberos est supporté sur un cluster, donc là ça va être le cas. Et en fait, je vais avoir une VM en fait qui fait office de poste de travail utilisateur sous Windows 8. D'accord ? Donc, première chose, déjà, je vais vous faire la démonstration. Je vais aller directement au niveau je vais déjà montrer, voilà. Je vais commencer comme ceci. Au niveau du compte de service, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, pour mettre en place une délégation Kerberos, il faut prévoir un compte de service Active Directory. Donc, il ne s'agit pas d'être sur un compte système au niveau du serveur. Donc, ça, c'est le premier prérequis. Et donc, vous avez la possibilité, au niveau de votre compte, comme ceci, propriété, voilà, de définir au niveau du compte, ici, je montre, vous avez possibilité de déclarer en fait le niveau d'encryption de la délégation Kerberos. Donc par défaut, en fait, cette petite case n'est pas cochée. Donc sur une authentification cryptage de base en RCA. Donc dans ce premier exemple, je vais être en encryption AES 128 bits. D'accord ? Donc là, en fait, je suis sur le compte de service donc de mon cube Analysis Services. Donc c'est vraiment là où c'est important de gérer. Et effectivement, derrière, la délégation est activée sur différents comptes, différents SPN. D'accord ? Donc ça, c'est la première partie côté Active Directory. Deuxième chose, je vais aller sur ma VM qui fait tourner notamment Analysis Services. Alors j'ai aussi un cluster Always On, etc.
Donc au début de cette session, on va vous parler du fameux Kerberos configuration manager. Donc là, en fait, je suis pour le coup, je suis connecté en local, mais je pourrais très bien exécuter cet petit outil à distance sur une autre machine. Donc là, je suis connecté en local. Je vois en fait les différents SPN qui sont déclarés au niveau de mon cluster SSAS, Always On et mon serveur, mon cluster relationnel. Donc j'ai la possibilité de décocher les différents services. Donc là, typiquement, sur la partie délégation, je vois que je suis sur une délégation contrainte au niveau de Kerberos. Ce qui est la bonne pratique, c'est d'être sur une délégation contrainte. Voilà. Et donc effectivement, j'ai des menus pour charger des configurations, sauvegarder, etc. Donc ça, c'est le deuxième point. Et je retrouve bien le compte de service. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour gérer, autoriser en fait un cryptage spécifique de la délégation Kerberos, j'ai une petite local policies en fait sur lequel accéder. Donc là, je suis dans la console de gestion, la MMC des local policies. Et au niveau des sécurités options, j'ai une règle qui me permet en fait de définir quels sont les algorithmes de cryptage auxquels j'autorise mon serveur. Voilà. Et du coup, c'est là, c'est dans cette fenêtre que vous pouvez répondre à tous vos RSSI qui vous posent des questions sur la sécurité, quels sont les algorithmes, quelles sont les clés de cryptage, etc. Vous pouvez dire voilà ce que je mets en place et voilà les algorithmes que j'autorise sur mon jeton Kerberos. Et on peut vous dire restreindre dans ce cas-là à AES 256, c'est-à-dire le plus haut niveau de cryptage. Et c'est ici qu'on va jouer sur les niveaux de cryptage de notre jeton Kerberos. Okay. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous décidez en fait de préciser une authentification au niveau AD, mais que vous n'autorisez pas l'algo à ce niveau-là, votre délégation ne fonctionnera pas. Voilà. Et ce qu'il faut voir, c'est ça. C'est plus les versions de Windows avancent et plus Kerberos va avoir d'algorithmes et de clés fortes pour justement déléguer le jeton et passer le jeton. Donc, rappelez-vous bien de ça, regardez bien ça et allez voir chez vos clients comment c'est configuré, etc. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que déjà, je vais regarder, je vais faire un petit test. Donc, je vais être sur le journal d'événements sécurité. Donc, je vais clearer mon log, comme ceci. Je vais faire une purge au niveau de mes tickets, comme ceci. Je dois avoir une purge, voilà, comme ceci. Donc là, en fait, je suis sur la console. L'objectif, ça va être vraiment de vous montrer la méthode d'authentification de cryptage qui va être utilisée par mon client. Donc là, en fait, je viens de purger les tickets. Je vais aller sur mon poste utilisateur client qui se trouve sur cette VM, voilà, comme ceci. Donc là, je suis sur un portail SharePoint. Donc j'ai mon petit rapport PowerView JSS. Et je vais ouvrir, comme ceci. Voilà. Donc là, mon rapport PowerView s'exécute. Donc je suis bien connecté sur mon serveur SharePoint, mais j'ai bien mon identité qui va aller rebondir sur mon serveur Analysis Services. Donc là, premier test, je reviens sur mon instance, mon serveur Analysis Services. Je vais rafraîchir et je retrouve dans mes events de sécurité, je retrouve dans les events de sécurité l'utilisateur userjss@eos.com, d'accord, avec l'authentification Kerberos. Et du coup, ce que je vais aller faire, je vais aller regarder le ticket qui a été passé avec ce logon ID. Donc pour ce faire, je vais aller sur le petit outil, le petit utilitaire Calist. Voilà, donc là, on lui demande tout simplement de lister les tickets Kerberos par rapport au logon ID de l'utilisateur qui a rafraîchi le rapport. Okay. 18. C'est ça. Et là, du coup, je retrouve le ticket avec, donc j'ai bien l'utilisateur userjss@eos.com. Je retrouve en fait, ce qui est intéressant, c'est que je retrouve le service OLAP SVC3
avec le SPN, je retrouve également l'algorithme de cryptage AES 128 qui a été défini au niveau de mon AD. Ce qui est intéressant aussi au passage, c'est qu'on est sur PowerView. PowerView, c'est du reporting services. Et quand on va au niveau du log ici, on voit bien que le jeton a transité à travers reporting services, donc le compte de service SSRS. D'accord ? Voilà. Donc là, on voit bien la restriction qu'on a fait tout à l'heure au niveau du compte de service, donc sur la 128. Donc toute la chaîne, toute la démonstration qu'on a fait là, c'est une démonstration que vous pouvez faire pour les RSSI pour leur prouver au final que le jeton et le dialogue entre les différentes couches BI, le dialogue se fait avec des cryptages qui sont assez élevés et surtout qu'ils maîtrisent. C'est pas une black box au final, Kerberos. On aurait un peu tendance à croire que c'est une black box, mais si on creuse un petit peu, ce n'est pas une black box. Et c'est ça qu'il faut démystifier. Et c'est vrai, quand on parle algorithme de sécurité, autant quand on parle de BI, ça ne leur parle pas forcément, des responsables de sécurité. Par contre, dès qu'on leur parle d'algorithme de sécurité, c'est ça. Ils sont complètement dans leur univers. C'est ça. En fait. Quand on commence à sortir AES 256, ça y est, on voit leurs yeux qui brillent, ils se disent « Ah tiens, c'est plutôt pas mal. » C'est justement ce qu'on va faire. On va passer en AES 256. Donc pour ce faire, je vais revenir sur mon AD. Je vais changer la propriété de mon compte ici. Donc je vais passer de 128, je vais forcer comme ceci le 256. Donc première chose. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais arrêter et je vais redémarrer le service pour être sûr du fonctionnement. Donc là, je vais passer par mon cluster. Voilà. Je vais arrêter mon rôle et je vais le redémarrer. Voilà. Je vais purger mes tickets, je vais purger mon log. Voilà. Je redémarre, start. Je vais purger mes tickets de ce côté-là. Voilà, ticket purgé. Et puis, je vais également aller purger le log pour que ce soit bien lisible. Okay. Il reste 1 minute. C'est parfait. Je vérifie que mon service est bien up. C'est le cas. Donc, je vais revenir sur mon client. Voilà. Allez, je vais changer d'année. Petite latence normale pour récupérer une délégation. Ça y est, je suis revenu sur mon cube. Je reviens sur mon serveur. Je mets à jour mon log. Comme ceci, sécurité, refresh. Donc toujours la délégation. Et cette fois-ci, je vais aller changer l'ID de mon ticket. 0x 33, C23. Et voilà. Et là, on peut voir que l'algorithme de cryptage a changé puisque je suis passé en OS 256. Voilà. Donc ça clôture la démo. C'était un peu la démystification de Kerberos Black Box. On ne sait pas ce qu'il crypte, ce qu'il fait, ce qu'il utilise. Donc là, de bout en bout, vous savez comment ça marche. Voilà, c'était notre dernier point. Voilà. Dernier point, donc voilà, ça fait pile poil 1 heure. Vous pouvez venir nous voir si vous avez des questions. Et puis on vous donne rendez-vous pour les SQL Days 2015 avec l'épisode 4 C'est ça. d'Infrastructure BI. Merci à vous. Merci à tous.